mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que vous vous en étonnez ? Non, plus maintenant. Par contre, oui, respect devant cette détermination. 16 samedis, 16 semaines de mobilisation. Et de toute façon, Emmanuel Macron, avec sa mascarade de grand débat national, ne pourra pas répondre aux bonnes questions que le mouvement des Gilets jaunes a posées. En tous les cas, pas tout de suite. Même demain et après-demain, vous savez, les Gilets jaunes ont posé la question essentielle de vivre dignement de son travail, de son salaire, de sa pension de retraite. Et pour ça, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les pensions de retraite. Et Emmanuel Macron ne le fera pas parce que ça veut dire s'attaquer au profit des grandes entreprises pour augmenter les salaires et augmenter les pensions de retraite. Et donc ça, Emmanuel Macron, il veut même pas remettre l'ISF. Donc pour vous dire qu'il n'a pas du tout l'intention de toucher le moindre cheveu des capitalistes, des grandes entreprises du CAC 40. Je crois que les personnes qui sont dans le mouvement des Gilets jaunes ont tellement été étouffées par des années, des dizaines d'années où on leur a interdit de parler, qu'ils ont peur de voir leurs paroles récupérées, y compris parmi les siens. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de représentants. Et Dominique Rousseau précisait que Jean-Pierre Mercier, que les Gilets jaunes voulaient assez rapidement, à l'ouverture, au commencement de ce mouvement, l'ouverture d'un grand débat. L'ont-ils vraiment ? Mais alors, je pense qu'on n'a pas vécu la même histoire. En tout cas, c'est pas ce que demandaient les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils demandaient l'augmentation du pouvoir d'achat. Le mouvement a démarré sur la contestation de l'augmentation de la prime, de la taxe sur les carburants. En revanche, ils ont toujours dit, et ça continue, puisque j'en ai encore entendu quelques-uns ce matin à la radio, dire « on ne nous écoute pas ». Mais bien sûr, et ce qu'ils demandent, c'est pas de débattre. Eux, ils ont des revendications qui sont extrêmement claires. La remise en place de l'ISF, l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions de retraite, ça c'est du concret. En face, il n'y a pas besoin de discuter pour ça. Au contraire, Emmanuel Macron a d'abord reculé au mois de décembre quand il a fait ses annonces. On pourra discuter du niveau de ses concessions. En tout cas, ça a été le résultat du rapport de force qui a imposé la mobilisation des Gilets jaunes. Et c'est bien la rue qui a imposé ça. Aujourd'hui, on négocie, on discute dans les grandes entreprises l'attribution d'une prime Gilets jaunes, d'une prime Macron, d'une prime exceptionnelle. C'est bien le mouvement des Gilets jaunes qui l'a imposé, qui l'a gagné, ça. Bon, et ça veut dire que c'est l'action collective qui a fait reculer Macron, qui était réputé comme quelqu'un qui pouvait jamais reculer. Les cheminots se sont cassés les dents. On s'est cassé les dents sur lui par rapport aux manifestations contre sa loi travail. Les Gilets jaunes ont réussi à le faire reculer. Les Gilets jaunes n'ont jamais demandé un grand débat national où de toute façon c'est en fin de compte du blabla. Et je vous dis, il n'y aura aucune mesure de la part d'Emmanuel Macron sur l'augmentation des salaires, sur l'augmentation des pensions de retraite, bref, sur ce qui fait que nous, en tant que salariés, on vit, c'est sur notre revenu, c'est sur notre salaire, c'est sur les pensions de retraite, c'est sur les allocations. Parce que pour ça, il faudrait s'attaquer, encore une fois, au profit des grandes entreprises. Et ça, Emmanuel Macron ne veut surtout pas s'attaquer à ces grands patrons, à ces grands actionnaires, parce qu'il défend leurs intérêts. Alors, aujourd'hui, vous avez 16e samedi, certes peut-être avec une influence qui diminue, mais on est encore sur plusieurs dizaines de milliers de manifestants. Aujourd'hui, c'est quand même incroyable et c'est tant mieux parce que c'est ça la clé de ce mouvement. Il faudrait que cette contestation rentre dans les entreprises, rentre dans les grandes entreprises pour pouvoir faire reculer les grands patrons. Qui compose ce cortège? Qui compose ce mouvement des Gilets jaunes? Quel est le profil de ces manifestants? Qui a certainement évolué depuis le 17 novembre. Absolument. C'est très difficile à identifier. Bon, il faudrait des études sociologiques et donc il faudrait un peu de temps. On ne peut pas faire ça à l'arrache, comme on dit maintenant. Il faut du temps. Ce qu'on peut remarquer quand même, là encore, si on raisonne sur des blocs, les chômeurs n'y sont pas. Les chômeurs n'y sont pas, les vraiment pauvres n'y sont pas. C'est plutôt une classe moyenne, inférieure ou médiane, et qui a peur de dégringoler
qui manifestent. Et on voit bien d'ailleurs, ils manifestent plutôt le samedi. Je veux dire, c'est pas dans la tradition du mouvement ouvrier. On fait des grèves tous les jours contre le patron et c'est structuré. On sait ce qu'on veut et on sait arrêter une grève. On sait la recommencer. On sait qu'il faut négocier à un moment donné, etc. Bon. Là, si vous voulez, ce sont des gens qui n'ont pas cette habitude de la contestation. Parce que j'ai bien écouté ce que vous disiez. Moi, je suis un peu surpris d'ailleurs qu'on ne parle que de la grande entreprise. Et quand on parle d'augmentation des salaires, qu'en est-il des PME, premier employeur de France? J'ai plutôt l'impression, parce que j'ai rencontré nombre d'individus, puis j'ai suivi quand même le mouvement depuis plusieurs mois, qu'en termes sociologiques, on est plus près d'une France des PME que d'une France qui est sur les grands groupes industriels. Je dois rapporter un témoignage vivant. Je ne sais pas ce que vous appelez salarié de grandes entreprises. Moi, je travaille à PSA, vraiment une grande entreprise du CAC 40, dont la famille Peugeot est un des principaux actionnaires et fait la pluie et le beau temps en France. En tout cas, fait partie de ces familles, ces grandes familles très riches qui font la pluie et le beau temps en France. J'ai 23 ans de maison. Je travaille en équipe. Je suis ouvrier cariste. Je gagne 1 600 € par mois. 1 600 € par mois. Et je ne me considère pas comme le plus pauvre. Loin de là. Vous savez, les salariés des PME dont vous parlez, ils sont très souvent aux alentours du SMIC, c'est-à-dire 1 100, 1 200 €. Vous rajoutez tous ceux qui sont à temps partiel imposé, ces femmes qui sont à temps partiel imposé, on tombe à 800, à 900 €. Et ceux qui manifestent, justement, je suis d'accord que ce n'est pas les salariés des grandes entreprises, c'est des travailleurs de petites entreprises, mais qui sont à très très faible revenu, qui sont pauvres. C'est ce que disait Dominique Rousseau. Hein, bien sûr, c'est des retraités qui tournent à 800, 900 €. Ce sont des allocataires, des handicapés. Enfin, c'est vraiment ces travailleurs qui n'arrêtent pas de payer, parce qu'évidemment les impôts, les taxes, ça tombe, mais qui ont de très très faibles revenus et qui n'en peuvent plus, et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Alors effectivement là, les salariés des grandes entreprises ne sont pas encore dans la rue. Pourquoi ils sont pas, et pourquoi je porte moi, je milite en direction de ces grandes entreprises justement pour que cette contestation elle rentre dans ces grandes entreprises, parce que c'est ces donneurs d'ordre qui font l'appui et le beau temps chez les petites entreprises, les PME, qui serrent encore plus les salaires, qui réduisent encore plus les droits, où le travail est encore plus dur, parce que le donneur d'ordre, lui, il veut ramasser encore plus. Et vous savez, si les salariés des entreprises donneurs d'ordre, de ces grandes entreprises du CAC 40, rentraient en lutte, se mettaient en grève, manifesteraient, ça ferait une immense locomotive pour l'ensemble des travailleurs en France. Et là, on pourrait vraiment imposer nos conditions. Mais, Monsieur Mercier, en 2013, avec EFO, vous étiez à la CGT rallié au bonnet rouge. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas franchement avec les Gilets jaunes aujourd'hui? Alors, je peux vous dire que moi, personnellement, là, je peux parler comme mon nom personnel. Je ne vais pas parler au nom de la Confédération, au nom de la CGT. Moi, depuis le début, j'ai jamais tourné le dos au mouvement des Gilets jaunes. J'ai jamais cherché à le récupérer. Par contre, je plaide, c'est ce que je disais au début de cette émission, je milite pour que cette contestation, elle rentre là où on est dans le cœur de la société, le cœur de l'économie, c'est-à-dire la fabrication de ces milliards de profits, de ces milliards de bénéfices. Dans l'entreprise. Dans l'entreprise, parce que c'est là où c'est le meilleur endroit où on peut faire pression sur les vrais décideurs de ce pays, que sont ces grandes familles, la famille Peugeot, Bettencourt, Mulliez et compagnie, Bolloré. Il faut les taper au coffre-fort, il faut les taper au porte-monnaie. Oui, mais alors, comme vous, pardonnez-moi de mettre des gros guillemets, mais comme vous êtes un spécialiste du syndicalisme quand même, pourquoi ça ne se fait pas ce que vous réclamez? À savoir des grèves au sein des grandes entreprises, enfin des PME et des grandes entreprises, puisque d'après vous, il faut que ça vienne de là, quoi. Bien sûr, il faut que ça vienne par en bas. De toute façon. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Parce que c'est pas si facile que ça. Parce que vous avez en face de vous, justement, des actionnaires qui sont riches à milliards. Vous avez le chômage qui pèse énormément dans chaque famille ouvrière. Et vous avez cette conscience que il va falloir qu'on s'y mette tous ensemble pour les faire reculer. Et il faut avoir confiance en soi, confiance dans sa force,
confiance dans avoir conscience du rôle qu'on joue dans l'économie pour se dire, bon Dieu, mais c'est maintenant qu'on devrait y aller. Et moi, je plaide, je milite tous les jours, et je ne suis pas le seul. On est des milliers de militants à militer pour défendre cette idée fondamentale que oui, c'est le moment d'y aller. Ça serait un mouvement qui serait complémentaire du mouvement des Gilets jaunes. Alors, Jean-Pierre Mercier, je rappelle que vous travaillez dans une très grande entreprise, Peugeot, PSA, Citroën. Est-ce que vous avez des amis, des copains, des collègues qui manifestent régulièrement et qui viennent vous voir le lundi, par exemple, en disant, bah voilà, j'ai manifesté et ça s'est passé comme ci ou comme ça. Est-ce que vous avez ces contacts-là chaque semaine? Tout à l'heure, j'en ai vu un sur vos images. Voilà, il est passé, je l'ai reconnu. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de salariés de grandes entreprises, de Renault ou de PSA qui défilent tous les samedis, qui sont sur des ronds-points, qui sont aussi sur des opérations de péage gratuits. C'est leur manière à eux de manifester. Ils ont raison. Voilà, moi je les soutiens. Je leur donne raison. C'est légitime d'exprimer sa colère, d'exprimer son ras-le-bol en manifestant, en occupant des ronds-points. C'est la forme qui a été choisie. Je continue à discuter avec eux pour essayer de les convaincre que la meilleure forme de lutte, la plus efficace en tout cas, ça serait de démarrer cette lutte dans l'entreprise. et c'est justement ce qu'on voit sur la banderole, sur nos images en direct, grève générale. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je défends cette idée-là, je défends cette perspective, parce que c'est, je pense, la plus efficace. Parce que c'est pourquoi c'est la plus efficace? Parce qu'on est dans une société où, de toute façon, notre place, elle est incontournable dans la fabrication des richesses, dans le fonctionnement de la société, et c'est là où on peut peser sur les décisions politiques, à la fois du gouvernement, mais à la fois de nos patrons, de ces grandes entreprises qui font la pluie Alors et ça le beau n'avait temps pas en été France. très efficace lors de la loi sur la réforme du rail, en revanche. Écoutez, ça a eu sa limite parce qu'il y a eu une faiblesse dans la mobilisation, un manque de mobilisation. Voilà, mais c'est pas pour ça. En tout cas, moi, je remets pas en cause cette perspective-là. C'est pas parce qu'elle n'a pas marché chez les cheminots qu'il faut la laisser tomber. Au contraire, on sent bien que là, Emmanuel Macron, pour qu'il cède, pour que les salaires augmentent, pour que les pensions de retraite augmentent, même pour rétablir l'ISF, il faudrait que le mouvement soit d'une ampleur tout autre. Et surtout, il faudrait inquiéter le pouvoir économique, inquiéter les actionnaires de ces grandes entreprises. Stopper les usines alors. Il faudrait peser de notre poids économique, de notre place dans l'économie, justement pour imposer nos conditions. Pour Stopper l'économie, en tous les cas, mettre des freins à l'économie, c'est occuper les usines. En plus d'occuper les ronds-points, il faudrait occuper les usines, bien sûr. Alors comme en mai 68, comme en juin 36. C'est très très fort ce que vous nous dites là, Monsieur Mercier. Est-ce qu'on peut contraster un peu Dominique Rousseau, ou alors est-ce que vous êtes, n'ayez pas peur, ça ou s'est alors fait est-ce dans que, l'histoire. ou alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette éventualité de grève générale, de blocage des usines, de mise à l'arrêt de la France économiquement? Non, mais, attendez, vous ne m'avez pas invité pour relancer des appels à la grève. Je suis pas. Absolument Non, pas. pas du tout, pas du tout. C'est Ne vous justement gênez la pas, question. vous gênez pas. Si Non, vous non, en faites, non. allez-y. C'est justement la question que je vous pose. Est-ce qu'on peut contraster ou est-ce que M. Mercier a tout à fait raison? Non, mais c'est là où il a très- raison, c'est que pour obtenir satisfaction, il faut créer un rapport de force. Bon, ça, c'est le b.a.-ba. Je veux dire, tous les droits, que ce soit le droit de vote, que ce soit la liberté d'expression, que ce soit le droit à la santé, que ce soit le droit au logement, ils ne sont pas tombés du ciel. Hein. Ils sont le résultat de luttes sociales et d'un rapport de force qui fait qu'à un moment donné, on a accordé aux femmes le droit de vote, on a accordé aux femmes le droit de disposer comme elles l'entendent de leur corps, on a le droit à la santé, le droit au logement. Tout droit est le résultat d'une lutte sociale et par conséquent d'un rapport de force. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut une grève générale et rappeler la Commune de Paris, 1848, 1968, Vous êtes plus radical que moi, là. 1789, enfin bon, est-ce qu'il faut aller tout ça? Bon, c'est pas moi qui décide, mais c'est la société qui, à un moment donné, impulse. c'est à un moment donné, si vous voulez, même s'il y a des syndicats, à un moment donné, ça sort tout seul. Je veux dire, souvenez-vous qu'en mai 68, puisque vous parlez de mai 68, un mois avant mai 68, Pierre Vention-Ponté dans Le Monde disait « La France s'ennuie ». Et un mois après, il y avait 10 millions de grévistes et la France était bloquée.
il y a eu un apprentissage de ces dizaines de milliers de personnes qui ne sont jamais syndiquées, qui n'avaient jamais fait grève, Qui n'avaient jamais manifesté. manifesté. Voilà, et qui subissent et qui subissaient. Et ils ont pris conscience qu'en manifestant, avec l'action collective, en luttant, en se faisant entendre collectivement, on arrive à obtenir quelque chose. Ils ont fait reculer Emmanuel Macron en décembre, et ça a été quand même une leçon, ça a été quelque chose de très positif. Ils ont aussi appris la solidarité, la fraternité dans la lutte, l'organisation. Souvenez-vous, au tout début du mouvement, c'était blocage du périphérique parisien, blocage des axes routiers, et assez rapidement, ça s'est transformé en occupation du rond-point, parce que, un, c'est quand même beaucoup moins dangereux, et deux, on embête moins le monde. Et ça, c'est aussi le signe d'une maturité, le signe que ce sont des personnes extrêmement responsables qui ont à cœur que leur mouvement progresse, que leur mouvement s'approfondisse et que leur mouvement gagne. Et je crois que par rapport aux institutions, par rapport au pouvoir politique et aux responsables politiques d'une manière générale, il y a cette envie de vouloir contrôler les décisions de l'État, contrôler les décisions du gouvernement. Parce que c'est sûr qu'en votant tous les 5 ans, on peut dire son mot en mettant un bulletin dans l'urne, et puis après on se rend compte que ce qui est fait c'est tout le contraire, on se fait trahir, et donc on a envie de dire son mot, de contester, de redresser la politique, de dire non, c'est pas l'ISF qu'il faut abandonner, au contraire il faut même peut-être l'augmenter, l'ISF, il faut que les riches payent plus, il faut que nous on arrête de payer parce qu'on n'y arrive plus, il faut que nos salaires augmentent, c'est ça qu'on demande. Ça veut dire contrôler les politiques publiques, contrôler l'argent public, l'argent de leurs impôts, de nos impôts, et c'est ça cette expression, alors qui s'exprime à travers le RIC, même si je pense que le RIC c'est pas ça qui va réussir à contrôler les décisions du pouvoir et les décisions des grandes entreprises, mais c'est cette soif, c'est cette envie de vouloir contrôler les affaires publiques, et ça c'est bon pour l'avenir, parce que moi je pense que c'est vraiment dans cette direction qu'il faut aller, et qui n'est pas le mieux placé à part un salarié dans une entreprise pour contrôler justement les décisions des grandes entreprises. Bien sûr, parce que ce sont quand même eux qui ferment les usines, qui mettent au chômage les salariés, qui bloquent les salaires et qui augmentent la misère sociale en France. Donc c'est eux qu'il faut vraiment contrôler.